Bonjour tout le monde. Merci beaucoup au Réseau québécois de recherche sans douleur pour m'offrir l'occasion de présenter aujourd'hui. Puis merci à tous d'être présents aujourd'hui. Bon, comme j'ai été introduit, je suis Jason Bouffard. Aujourd'hui, je vais vous parler d'utilisation de capteurs portatifs, le capteur pour mesurer le mouvement humain, pour la détection, la prévention, le traitement de la douleur chez des populations, principalement la douleur aux membres supérieurs, mais la douleur en général aussi. Je vais vous présenter un peu de travaux dans lesquels je suis impliqué, mais aussi des travaux de collègues que j'ai trouvé intéressants pour la thématique. Donc, c'est évident pour plusieurs d'entre nous, puis c'est quelque chose qui est de plus en plus reconnu. La douleur et le mouvement sont intimement reliés de différentes façons. Premièrement, le mouvement est souvent considéré comme un traitement de la douleur, autant au niveau préventif, au niveau aussi curatif. L'utilisation du mouvement, l'activité physique est souvent perçue comme une intervention qui est souvent efficace. Bon, les gens qui ont un mode de vie actif, qui utilisent beaucoup d'activités physiques dans leurs loisirs, adaptés à leurs besoins, à leurs conditions, ont souvent moins de douleur, par exemple, au niveau lombaire, que des gens qui sont plus sédentaires. L'exercice est clairement un traitement de choix pour plusieurs populations cliniques qui veulent de la douleur musculo-squelettique, mais aussi de la douleur neuropathique. Puis même au niveau aigu, pour une douleur aiguë, il y a un phénomène qui est bien connu, qui est l'inhibition de la douleur, l'hypoalgésie induite par l'exercice, que lorsqu'on fait toutes sortes d'exercices, que ce soit de l'exercice aérobique, des contractions isométriques, du renforcement musculaire, on va souvent avoir une diminution de la sensibilité à la douleur immédiatement après avoir réalisé ces exercices. D'un autre côté, le mouvement est souvent une cause de la douleur aussi. Lorsqu'on pense dans des travails répétitifs où ce qu'on a à produire des forces importantes ou même des forces légères, mais de façon répétitive avec les membres supérieurs, par exemple, dans des chaînes d'assemblage, des travaux physiques de mouvement, où il y a une prévalence de douleur, de troubles musculo-squelettiques à l'épaule et ailleurs qui est très fréquente. Puis souvent des activités qui sont imposées ou qu'on a peu de contrôle sur le rythme, qu'on ne peut pas prendre beaucoup de pauses. C'est souvent des situations où on a une forte chance de développer des douleurs. Puis si on pense aux prévalences de la douleur chez les athlètes de haut niveau, clairement, le mouvement peut aussi être une cause de la douleur. Et d'un autre côté, la douleur va aussi influencer le mouvement. Donc, l'exemple le plus évident, je crois que c'est peut-être les comportements d'évitement. Donc, je me suis fait mal, j'ai mal au dos, donc j'ai mal à l'épaule, j'ai évité de réaliser des mouvements qui me font mal ou auxquels j'ai peur d'avoir mal, donc au niveau de la kinésiophobie qui est bien connue. Et aussi la douleur, même si on sort du comportement d'évitement, va avoir des effets un peu partout dans le système nerveux central qui va faire en sorte que ça va changer notre contrôle moteur, ça va changer la façon qu'on bouge. Donc, en voyant les interactions complexes qu'il y a entre la douleur et le mouvement, ça apparaît quand même évident de penser que c'est important d'avoir des bonnes façons de mesurer le mouvement, d'évaluer le mouvement de façon fiable, de façon efficace, puis pas juste en laboratoire, d'être capable d'évaluer le mouvement dans la vie de tous les jours, puis de regarder c'est quoi la relation entre, plus en détail entre les activités motrices puis justement les problèmes de douleur, autant au niveau neuropathique que musculo-squelettique, je le dis encore. C'est là qu'entrent en jeu les wearables, donc les capteurs portables. Capteurs portables, bon, ça englobe beaucoup de choses. Une petite définition aussi qu'un wearable, c'est un ordinateur ou un système électronique avancé qui peut être incorporé dans quelque chose qui se porte. Ouais, c'est assez straightforward comme définition. Ça peut être un ECG, ça peut être pour le rythme cardiaque, pour
voir la grosseur de la pupille. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est au niveau des wearables qui peuvent être utilisés pour mesurer des composants du mouvement humain. Je pense que une des choses qui vient le plus vite en tête, c'est les montres intelligentes qui sont utilisées pour calculer le volume d'activité physique qu'on peut réaliser dans une journée, mais aussi tout ce qui est électromyographie, capteur inertiel, tout ce qui est intégré dans le téléphone intelligent. Au niveau du mouvement, 3 grandes catégories de choses qui peuvent être évaluées avec les wearables, avec les capteurs portables. Bon, la durée d'activité physique, la fréquence d'activité physique, l'intensité d'activité physique, le nombre de pas qu'on a fait dans une journée, le nombre de minutes d'intensité modérée qu'on a fait d'activité physique dans notre journée. Ensuite, on peut penser aux caractéristiques du mouvement. Donc, c'est quoi la cinématique? Comment est-ce que je bouge mes bras? Comment est-ce que je bouge mon tronc? Combien de temps est-ce que je passe accroupi dans ma journée? Est-ce que ça pourrait être un facteur qui vient influencer, par exemple, des douleurs aux genoux? Aussi l'activité musculaire. Puis l'activité musculaire, on peut aussi autant penser de l'activité musculaire, de l'intensité de l'activité musculaire, à quel point mon trapèze est activé tout au long de ma journée, à quel point j'ai des pauses. Puis aussi au niveau de l'activité musculaire, on peut avoir des indicateurs de fatigue qu'on pense parfois que la fatigue peut être un précurseur de développement de troubles musculo-squelettiques pour plusieurs raisons. Donc, ça peut avoir une unicité là aussi. Et ensuite, bon, c'est bien beau mesurer des choses avec les capteurs portables, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces mesures-là. Ici, j'ai 3 scénarios d'utilisation potentielle qu'on peut faire avec des capteurs portables. En recherche, bien là, on peut venir vraiment évaluer la relation qui existe entre l'activité motrice dans la vraie vie, que ce soit autant la quantité ou la qualité des mouvements, et le risque de développer de la douleur ou la probabilité de récupérer puis d'éviter de chroniciser lorsqu'on développe des douleurs. Que ce soit en clinique, dans les sports ou sur les milieux d'emploi, un autre type d'utilisation qu'on peut faire des wearables, c'est de venir évaluer l'effet d'intervention sur les activités motrices dans la vraie vie qu'on pourrait penser qui seraient liées à la douleur. Donc, si je fais une intervention qui vise le changement de comportement chez une population qui a de la douleur lombaire et que j'aimerais ça qu'ils soient plus actifs, bien, si je veux vraiment voir, et que mon hypothèse, c'est que s'ils deviennent plus actifs, ça va les aider à récupérer leur douleur lombaire. Mais si je veux avoir une mesure fiable de est-ce que oui ou non ils sont plus actifs, est-ce que oui ou non mon intervention a eu un impact sur l'ingrédient que je ciblais, bien, d'utiliser les wearables là, en recherche clinique ou directement clinique peut être intéressant. Et une autre utilisation potentielle des wearables, des capteurs portables, dans la recherche ou encore sur le terrain, c'est d'apporter un feedback, une rétroaction pour aider au changement de comportement. Un collègue qui me dit que sa conjointe, elle regarde sa montre intelligente et elle va faire 4-5 tours d'îlot après souper pour atteindre son nombre de pas qu'elle s'était ciblé dans la journée. C'est un exemple de feedback qui peut aider à avoir un changement de comportement. Puis si ce comportement-là est lié à la prévention de la douleur, bien, ça rentre dans la thématique. C'est là que c'est intéressant. Je vais vous présenter 3 exemples d'études très brièvement, juste pour vous montrer comment est-ce que c'est opérationnalisé sans recherche avec certains exemples. Un exemple qui est peut-être une des études de plus grande envergure, ou du moins une des premières études d'envergure qui a été réalisée avec l'utilisation de wearables dans le domaine de la douleur et des lésions musculo-squelettiques, c'est la cohorte de facto qui est pour Danish Physical Activity quelque chose, je ne me rappelle pas le TO. Le TO, mais c'est une cohorte danoise de plus de 500 cols bleus, donc des travailleurs manuels qui étaient suivis au Danemark, qui ont eu des évaluations baseline avec des questionnaires, des évaluations de l'activité des capacités physiques, mais aussi qui ont eu une évaluation de leur comportement moteur dans la vraie vie à l'aide d'actimétrie. Donc, qu'ils ont suivi pendant 4 ou 6 jours, qui ont évalué, bon, mais c'est quoi votre niveau d'activité physique pendant ces journées-là, combien de temps vous passez assis, combien de temps vous passez debout, combien de temps vous passez penché, et ainsi de suite. Autant la posture, les mouvements que l'activité physique. Et ensuite, ils ont suivi pendant 1 an.
pour voir comment est-ce que les différentes mesures qu'on a prises vont être prédictives du développement de différents troubles musculo-squelettiques pendant cette année-là. Et cette étude-là a montré quand même plusieurs résultats intéressants, parfois surprenants. Par exemple, qui ont montré que le temps passé avec le tronc penché, qu'on peut penser qui est un prédicteur de douleur lombaire, donc dans leur journée, n'était pas associé, eux, avec le développement de douleur lombaire sur un an. Une autre chose qu'ils ont montré, c'est que plus de temps passé assis est associé à moins de douleur au cou, à l'épaule puis au dos, ce qui peut être sembler contradictoire pour nous qui passons nos journées assis puis qu'on a mal partout. Mais il faut se rappeler que c'est une cohorte de col bleu, donc c'est des gens qui travaillent physiquement debout. En moyenne, je pense que la cohorte était autour de 3 heures assis, donc les gens qui passaient plus de temps assis, finalement, il y a peut-être des travails moins manuels que les autres. Puis un autre exemple de résultats qu'ils ont obtenus, c'est que les gens qui faisaient de l'activité physique dans leur loisir, il y avait moins de chances de développer des douleurs à l'épaule et au cou que les gens qui étaient moins actifs dans leur loisir, mais ceux qui faisaient de l'activité physique dans le cadre de leur travail, il n'y avait pas cette association-là. Donc, il y a la séparation de l'importance de l'activité physique contrôlée, qu'on fait d'un choix, puis qu'on s'accorde des pauses dans les loisirs versus l'activité physique de travail. Donc, c'est le genre de questions qu'on peut répondre avec les wearables en recherche en douleur. Au niveau de la rétroaction, un exemple de travaux qui sont en cours au CIRIS avec des collègues Jean-Sébastien Roy et Alexandre Campo-Lecourt. Comment est-ce qu'on peut utiliser les wearables pour apporter une rétroaction pour éviter des comportements qui peuvent mettre à risque de développer des douleurs. Lever les bras dans les airs, c'est pas peu pour danser, mais si on danse toujours, mais si on travaille toujours les bras dans les airs, c'est un facteur de risque important de développer des troubles à l'épaule. Donc, ce que Alexandre et Jean-Sébastien ont développé, c'est un système de rétroaction basé sur un bracelet dans lequel qui est équipé avec des capteurs inertiels justement pour venir mesurer le niveau d'élévation des bras chez des travailleurs, chez des personnes qui réalisent des activités où ils ont des risques de développer des douleurs à l'épaule. Et non seulement ils vont venir mesurer l'élévation, mais les capteurs inertiels vont ensuite transformer cette information-là en un signal de feedback qui va envoyer une stimulation, une petite vibration au travailleur après avoir passé tant de temps que les bras en élévation, qui va dire « OK, ça serait peut-être temps que tu changes de tâche parce que ça fait 2 heures dans ta journée que tu as les bras dans les airs, donc on va baisser. » Donc, c'est l'exemple de rétroaction qui peut mener à des changements de comportement. Puis aussi, un autre exemple d'utilisation de ce signal-là, ils peuvent l'envoyer dans une application qui va ensuite compiler les données, dire aujourd'hui, vous avez passé tant de temps les bras dans les airs, qui peut alimenter des discussions avec un thérapeute, avec un ergonome, avec un employeur pour justement amener à des changements de comportement. Un autre projet sur lequel je suis impliqué avec Fabien Dalmasso de l'Université de Montréal, on sait que la fatigue, comme je disais tantôt, on pense que la fatigue peut potentiellement être un prédicteur du développement de troubles musculo-squelettiques au travail, parce qu'on sait que la fatigue se développe un peu dans les mêmes conditions que les troubles de l'épaule vont se développer. Puis on sait que la fatigue va mener à des changements dans le comportement moteur. Par exemple, lorsqu'on est fatigué, on a tendance à bouger plus le tronc, baisser un peu notre épaule. Donc, notre idée, c'est de voir, est-ce qu'on est capable de détecter cette fatigue-là avec des capteurs portables en dehors des laboratoires? Puis ensuite, est-ce qu'on pourrait l'utiliser justement pour venir apporter une rétroaction un peu comme le fait Jean-Sébastien. Donc, on a utilisé des capteurs portables, puis en laboratoire, on était capable de voir des changements au thorax avec ces capteurs-là lorsqu'on a de la fatigue, mais pas au niveau de la main, ce qui était ce qu'on s'attendait. Par contre, lorsqu'on évaluait un peu dans une autre tâche, au lieu d'être juste une tâche de pointage répétitif, mais plus une tâche de manutention, qui est aussi une tâche qu'il y a des troubles à l'épaule, mais là, on obtenait des changements dans la main, mais pas au thorax, ce qui démontre un peu la complexité de choisir le bon signal pour apporter la bonne rétroaction. Fait que c'est pas nécessairement one size fit all. Et peut-être un dernier petit projet sur lequel je suis impliqué,
c'est en course en fauteuil roulant qu'on est en train de développer un système de rétroaction. On sait que les gens qui font de la course en fauteuil roulant ou qui utilisent un fauteuil roulant en général ont beaucoup de douleurs à l'épaule, mais on sait aussi qu'il y a des prédicteurs de douleurs à l'épaule dans la technique. Les gens qui se penchent plus vers l'avant vont développer moins de douleurs à l'épaule en fonction de la caractéristique des poussées. Va avoir plus ou moins de chances de développer de douleurs à l'épaule. Donc, on essaie de développer un système de rétroaction adapté aux besoins, justement pour aider à modifier la technique pour gagner en performance puis prévenir la douleur à l'épaule. Puis pour finir, toutes ces études-là de recherche, de développement technologique qui sont faites pour des utilisateurs, bien, ça doit être fait pas seulement de venir s'intéresser à la technologie, qu'est-ce qu'ils est capable de faire, mais aussi voir qu'est-ce qu'ils ont besoin, dans quel mode est-ce qu'on apporte la rétroaction. Donc, c'est toujours là quand je dis que je fais différentes approches méthodologiques, c'est là que la recherche qualitative entre en jeu, de venir voir en détail, bien, c'est qu'est-ce que le monde a besoin pour être capable de leur fournir vraiment les bonnes mesures, mais de la bonne façon aussi. Donc, ça aurait fait le tour. Je voudrais remercier mes collègues, Jean-Sébastien Roy, Alexandre Campo-Lecourt, Fabien Almasso, Katia Turcot, Félix Chénier, les étudiants, et aussi tous les partenaires financiers et logistiques qui sont impliqués dans mes projets.